Whoopcase, whoop 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 whoopcase. Avant de recevoir Lucie Mariotti en interview en toute intimité, sais-tu combien de temps on passe par jour en moyenne sur notre téléphone portable? Eh bien 4 heures. Et ça va crescendo. Et ça, Whoopcase l'a bien compris. Whoopcase, c'est l'entreprise qui te permet de personnaliser ta coque de téléphone en 2 temps 3 mouvements. Je t'explique tout. Whoopcase, déjà, c'est une marque qui fabrique en France, qui livre depuis la France. Ça veut dire que la livraison est rapide. Whoopcase, c'est des coques de téléphone qui sont tendance et qui sont en plus extrêmement résistantes grâce à leur technologie spéciale qui s'appelle Shock Protect Plus et qui protège donc ton téléphone, quelle que soit la situation. Première collection Whoopcase, la collection photo. Elle te permet de mettre ta ou tes photos de ton choix, ton portrait. Moi là j'ai mis ma maman, mon papa, j'ai personnalisé avec Love Love Love. Tu as aussi la collection plan de ville, ça c'est totalement unique. Tu rentres le lieu de ton enfance ou l'adresse de la rue dans laquelle tu as grandi, celle de ta mamie, celle de ton chéri. Et enfin la collection Whoopcase billets d'avion voyage, en l'occurrence le dernier voyage que tu as adoré, que tu as partagé avec ta meilleure amie, avec ton chéri et tu gardes un souvenir à jamais. Toutes les collections Whoopcase sont personnalisables à l'infini, tu peux changer les textes, les couleurs, rajouter des emojis, le site il est simple, il est intuitif, en moins de 30 secondes, tu as créé ton design. Regarde. Je vais faire maintenant une personnalisation de coque pour ma maman. Alors je vais dans photo, tout simplement, je choisis photo complète, parce que j'aime bien. Ensuite, je peux aller soit dans ma bibliothèque, soit je prends mon selfie, en l'occurrence je vais le prendre comme ça, utiliser. Alors je peux bouger la photo, je peux changer les dimensions. Ah bah là en l'occurrence je trouve qu'elle s'est super bien mise. Sinon je peux bouger, mais non, là c'est nickel, ça me convient. Je fais OK. Je vais ajouter un petit sticker, on va mettre un petit emoji bisou sur le côté comme ça. Je le mets un peu plus petit, je vais le baisser, je vais le mettre là. Un petit texte personnalisé en blanc, je trouve que ça va bien ressortir, ça va aller avec ma chemise. Je vais mettre « Je t'aime maman ». Magnifique. Je choisis le modèle de mon téléphone, j'ajoute au panier. En moins de 30 secondes, ma commande est faite et j'ai plus qu'à la valider. Comme j'ai adoré le concept Whoopcase, je vous ai négocié une sacrée promotion. Pour 2 coques achetées sur le site Whoopcase, vous avez une coque offerte. Et bien sûr, avec le mot de passe Samzira tout attaché, vous avez moins 25% sur tout le site, sur tout le catalogue Whoopcase. Eh bien, il est temps d'accueillir maintenant Lucie Mariotti, notre love coach préférée de la Villa des Cœurs Brisés. Et en plus, vous allez voir, j'ai des petites surprises Whoopcase pour elle. Bonjour Lucie Mariotti, comment vas-tu? Bonjour mon Sam, je vais bien et toi? Ben parfaitement parce que je te vois. Ah, c'est cool. Regarde, ça. parce que c'est notre petite tradition. Oui. Pourquoi petite? C'est notre tradition. Depuis 6 ans maintenant, on se retrouve pour débriefer les problématiques et les nouveautés de la Villa des Cœurs Brisés. En l'occurrence, là, c'est la saison 6. Je t'ai préparé 2 petits cadeaux. C'est vrai? Je les ai fait moi-même. Avec mon téléphone, je les ai customisés chez Whoopcase. Oh, c'est énorme, c'est génial. C'est avec la couverture de ton livre, L'amour le vrai, incroyable. sur ton téléphone. Et t'as tes 2 livres que je t'ai fait faire en couverture. C'est un truc de dingue. Ça te plaît? C'est excellent, t'as un amour. Et tiens, Wow. d'ailleurs je rappelle que tes livres sont disponibles de partout, que ce soit dans les bonnes librairies ou sur internet. Hein. Oui. c'est chez moi. C'est Toulon. C'est exactement Je ça. me suis pas trompé. Exactement. Tu viens de Toulon. C'est excellent. Et alors tu peux Merci. géolocaliser, enfin bref tout ça. T'es un amour. Je savais pas que tu venais de Toulon. Bah, si. C'est ta ville de naissance. T'es arrivé quand à Je Paris? suis née exactement à la Seine-sur-Mer, le 20 mars 1983. Donc tu vois, je vais avoir 41 ans. Ouais. Et je suis arrivée à Paris, j'avais à peu près 18-19 ans la première fois, sachant qu'entre-temps, après être née donc à Toulon, je suis partie vivre à l'île de la Réunion avec ma maman et mon petit frère pendant 10 ans. Mais je savais pas ça non plus. Donc voilà. Donc j'ai grandi à l'île de la Réunion. Mycos créole. Ouais. Mycos créole, ça veut dire je parle créole. D'accord, bah c'est très bien. Tu vois, j'ai appris quelque chose encore Et tu sais, aujourd'hui. j'ai plein d'élèves de Réunionnais, plein de gens qui suivent l'émission de la Réunion. Et quand je leur dis que j'ai vécu à la Réunion, ils n'en reviennent pas. Alors c'est sûr qu'avec mon teint, c'est pas l'évidence. Hein. Voilà, je vais me mettre aux UV. Je suis à poil en fait, là, fallait me le dire. Mais non, on voit ta jambe, c'est joli. Et la Réunion qui a un public qui adore la télé-réalité. Mais oui. J'ai remarqué, qui nous suit beaucoup. Exactement. Je te propose, comme chaque année, de passer en revue les problématiques des candidats. Tu n'hésites pas, tu me parles d'une anecdote, d'un point de développement selon toi, un point fort de ce candidat en question. Et on va commencer avec le casting féminin, avec notamment Inès Loussif, qui a une très grosse problématique cette saison, c'est « je déteste qui je suis ». C'est très violent comme problématique. En fait, dans les mots « je déteste qui je suis », pour en arriver là, c'est quelque chose quand même de... Il y a une forme de cruauté à son encontre, Inès. Hein, c'est-à-dire qu'elle a... on n'a pas utilisé le terme, mais moi je pense que je l'ai utilisé et je ne sais pas si ça a été montré.
mais on aurait pu parler carrément de dégoût. C'est-à-dire que Inès, quand elle se regarde, c'est pas elle qui se voit, c'est elle se voit au travers de toutes les critiques, insultes et maltraitances verbales qu'elle a reçues. J'ai vu notamment de sa mère, c'est pas évident, parce que j'ai lu « Tu n'es pas ma fille, tu ne ressembles à rien ». Comment trouver l'apaisement, comment conseiller, guider Inès quand on a été marqué comme elle, comme des mots du passé d'un membre de sa famille comme sa mère? Et on n'a pas tout montré. Des mots qu'elle a reçus et des choses qu'elle a pu entendre, des choses qu'on lui a C'était plus dur? dites. Oui. On n'a pas tout montré par respect, par pudeur aussi, pour elle, comme pour le public, comme pour sa maman, parce qu'on n'est pas là pour juger. Mais on n'a pas tout dit. Mais c'est allé très loin, très fort et très longtemps. Et si tu veux, un enfant, quand il grandit, il regarde ses parents comme des vérités absolues. Le parent, pour un enfant, c'est un héros, c'est un exemple. Il détient la vérité, c'est le plus fort. Donc il ne peut absolument pas remettre en cause la parole de son parent. Et donc ensuite, après, ce qu'il faut faire, c'est refaire complètement cette éducation, c'est-à-dire ce qui a été inculqué comme une vérité, qui devient donc une croyance limitante, c'est-à-dire cette personne est persuadée que ce qu'elle pense et ce qu'elle dit et ce qu'elle voit d'elle est une vérité absolue, alors que les gens autour savent que ça ne l'est pas. Eh bien, en fait, il faut inverser le processus pour nettoyer, mais surtout après, il faut reconstruire. Donc ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est totalement faisable à partir du moment où la personne prend la décision et en a envie. Ce qui n'est pas toujours évident, mais c'était le cas d'Inès, elle était très motivée et très volontaire. Mélanie ORL, de son côté, elle dit être dans la destruction, puisque sa problématique, c'est « je détruis tout Oui. ». Et moi, je l'ai eu en interview en toute intimité, c'est vrai qu'elle m'a parlé de son histoire, elle s'est laissée aller, ses émotions sont ressorties. C'est important, à un moment donné, de verbaliser comme elle l'a fait, Mélanie ORL. C'est primordial. Je pense que la parole est libératrice, vraiment très libératrice, qu'elle a une vertu magnifique, et je pense réellement que tout ce qu'on exprime ne s'imprime pas. Et en fait, tant que l'on ne parle pas ou que l'on n'exprime pas, il y a plein de façons d'exprimer. Tu sais, ça peut être la parole, ça peut être le chant, ça peut être un cri, ça peut être un dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être tout un tas de choses. Mais dès lors qu'on en exprime, il y a quelque chose qui se libère et le sac à dos s'allège concrètement. Et on a fait un exercice, notamment avec Mélanie, qui a été extrêmement fort, qui lui a demandé beaucoup de courage, qui a été très puissant pour toutes les personnes qui étaient présentes, dont moi, et qui a été pour le coup, qui a marqué un avant et un après pour elle. J'aimerais te faire réagir à un extrait vidéo de son interview en toute intimité, parce que elle a vécu et elle vit sur les réseaux sociaux aujourd'hui ce qui peut arriver à de nombreuses femmes. Regarde, on commente juste après. D'accord. En fait, c'est le genre d'hommes qui sont très « je m'en foutistes », je m'en fous de tout. Il arrive à t'influencer, en fait. Il arrive à te dire « mais ce sera mieux comme ça fait vieille meuf, ce sera mieux comme si, arrête de faire ça parce que ça sert à rien, c'est pas bon pour ta santé et tout ». Mais en fait, tu te dis… En fait, lui, il va te faire croire que c'est pour ton bien. Il te le faisait? Il a commencé à me le faire, ouais. De quelle façon? Sur En te la parlant villa. de quoi? Alors moi, il voulait que j'enlève mes extensions de cils, que je me maquille moins, que je coupe mes ongles. Des fois, il me jugeait aussi sur ma tenue. C'est-à-dire? Que c'était pas forcément joli, ou alors que c'était court, ou alors, tu vois. Un homme peut-il dicter la façon d'être et de s'habiller de la femme qu'il rencontre? Alors non, mais ils le font quand même. Mais une femme aussi. Là, le grand terme à la mode, alors que ça a toujours existé, c'est la perversion narcissique ou la perversion du manipulateur. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose uniquement masculin comme comportement, c'est un comportement aussi féminin, mais on en parle moins, parce que c'est moins fréquent aussi. Mais il y a beaucoup d'hommes qui le font, qui se prennent pour des pygmalions et qui, en effet, sous couvert de faire ça pour le bien de l'autre, transforment, façonnent, modèlent l'autre à leur image, à ce qu'ils pensent être bon. Et c'est là où c'est pervers, parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, vaut mieux tomber sur un vrai méchant, entre guillemets, où tu vas dire, lui, pardon, c'est un connard, et ça va être très clair, et tu vas pouvoir le dégager très vite. Là, c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir, parce que cette personne se rend indispensable, te fait croire qu'elle est bonne pour toi et te fait du bien. Sauf que derrière, c'est vicieux et pervers, puisque c'est pour mieux t'attraper, pour mieux te contrôler et mieux te détruire. C'est là où c'est très grave, et c'est là où c'est donc de la perversion. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, des propos de Dylan sur les réseaux sociaux qui dit de Mélanie ORL, tu es prête à tout pour exister, se taper 3 mecs différents dans un tournage, c'est presque un record, félicitations. Je pense que c'est pas l'endroit pour régler ses comptes, les réseaux sociaux, que ce soit pour Dylan ou pour les autres.
Je pense que s'ils ont une discussion à avoir, ça devrait être entre eux parce que ça ne regarde qu'eux et que d'alimenter la polémique et le débat devant tout le monde, ça a quelque chose justement de pervers et de vicieux. Je pense que Dylan, qui est venu dans cette émission de la Villa 6 et que j'avais déjà vu, est extrêmement conscient de sa problématique et extrêmement conscient de la gravité de son comportement et de ses propos. Mais c'est quelque chose qui le contrôle, qui le dépasse. Moi, j'ai reçu ses confidences de son enfance, qui, comme je le dis toujours, alors c'est une enfance clairement dramatique, hein, on est sur quelque chose de très très grave, de très sordide. Mais pour moi, c'est une explication, ce n'est pas une excuse. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un a subi le mal qu'il a l'excuse de pouvoir derrière le refaire subir. Ça n'est qu'une explication. On choisit après ce qu'on fait des choses. Ce qui est très compliqué vis-à-vis de Dylan, c'est qu'il en souffre énormément, il se punit beaucoup par rapport à ça, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Il n'y arrive pas. La preuve, il a recommencé avec Mélanie, ce que je ne savais pas et ce que j'apprends là, et je le déplore pour elle, mais il a recommencé ce qu'il avait fait à ses conjointes et ses compagnes auparavant, qui lui reprochait déjà de leur demander en fait, ce qu'il veut, c'est qu'elle soit naturelle. Mais finalement, il va toujours sur des femmes qui ont un côté très sophistiqué. Donc, enfin, tu vois, donc ce côté, cette relation perverse, elle est très compliquée. Elle est très compliquée pour Mélanie, elle est très compliquée pour les femmes qui ont fréquenté Dylan. Elle est très compliquée pour Dylan, elle est très compliquée finalement pour tout le monde. Eva Ducci, de son côté, elle cherche l'impossible. Mon petit bonbon. Et sur le plateau d'Aja, elle nous confiait ça par rapport à sa relation avec Vivian. Bon, après, on s'est même jamais embrassé avec la langue, c'est très bizarre, mais oui. Attends, t'étais en couple avec Vivian et vous êtes pas embrassé avec la langue? Non. Mais en fait, on s'est jamais embrassé tout court. Genre, on se faisait des smacks, genre, mais on s'est jamais embrassé. Genre. Attends, vous êtes restés la galoche. Vous êtes restés combien de temps ensemble? On est restés 3 mois, je crois, à peu près. Hein. Dans les 3 mois, il y a forcément eu un moment où vous vous êtes laissé aller à l'entremêlage salivaire. Ah ben non. Alors. Mais tu lui as posé la question quand même. Oui, récemment en plus. Je lui ai dit, j'ai une question simple. Pourquoi est-ce qu'on s'est jamais embrassé? Il m'a dit, mon ex me disait la même chose, c'est juste que j'aime pas embrasser avec la langue, c'est tout. Non mais quand tu aimes vraiment une personne, je suis désolée, tu as envie même de faire... Je sais pas. Parce qu'elle s'inquiétait, Eva. Je suis fan de cette fille. Hein. Oh, elle est de toute façon, on marrante. peut pas ne pas être fan de Eva. Elle est très drôle. C'est un bonbon. Mais c'est vrai qu'elle s'inquiétait. Ce qu'on voit pas, c'est qu'elle a pleuré en off parce que ça l'a vraiment touchée. Ouais. Elle se posait des questions. Et moi, la question que je voulais te poser, Lucie, c'est est-ce que une femme ou un homme doit s'inquiéter si son partenaire avec qui on est depuis quelques semaines ne montre que peu de signes de tendresse, d'amour, ne veut pas embrasser avec la langue? Oui. Oui. Parce qu'en fait, à moins que ce soit quelque chose de vraiment ancré pour des raisons saines, entre guillemets, et non pas pour des raisons de traumatisme ou de petite névrose ou de peur ou d'angoisse, voilà, il y a des gens, j'en sais rien, qui n'aiment pas certaines pratiques, qu'elles soient des pratiques de flirt ou des pratiques sexuelles, et ça, c'est tout à fait respectable. Mais quelqu'un qui ne veut pas embrasser avec la langue parce que derrière, il y a quelque chose qui signifie peut-être l'engagement pour lui ou que sais-je. Je ne savais pas que Vivian, en l'occurrence, n'embrassait pas avec la langue, et pourtant, je le connais bien, Vivian. Mais je pense que oui, il y a de quoi s'inquiéter, et que c'est normal que Eva se soit posé des questions. Alors après, il ne faut pas qu'elle le prenne personnellement, parce qu'a priori, ce n'était pas la première et ce n'était pas la seule. Enfin, moi, mon conjoint, il me dit, je veux pas... Enfin, n'importe qui que je rencontre ne m'embrasse pas avec la langue. Enfin, c'est au revoir direct. Enfin, le baiser, c'est important. Tu as dit quoi, l'entremêlage salivaire? Oui. Voilà, l'entremêlage salivaire, c'est une autre façon de présenter la galoche, hein, ce qu'on appelle donc rouler un patin à mon époque des années 80. Ce sont les prémices du sexe. Et en fait, le mélange salivaire, justement, comme tu le dis, c'est une façon de goûter l'autre et de savoir s'il y a une alchimie. Donc c'est extrêmement important, la langue de l'autre. Ah je comprends mieux maintenant. On va parler de Cassandra et Théo, donc le couple fusionnel de cette saison, pointé du doigt par de nombreux téléspectateurs qui jugent leur relation malsaine. Ils qualifient même Cassandra de pigeonne. Quand on est en couple, c'est tellement plus facile de juger que de réfléchir. Qu'on soit Cassandra et Théo, qu'on soit n'importe quel couple, comment ne pas se laisser guider par les jugements des autres qui jugent en permanence son couple? Mais tu sais, c'est une des... La télé-réalité, c'est une médaille à 2 revers, comme toute chose de la vie. Le revers positif de la télé-réalité, c'est justement ce côté exposé qui permet aux gens de se faire un avis, de pouvoir s'identifier, de se sentir concerné, etc., de réfléchir, de se stimuler, Voilà, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que c'est beaucoup plus simple de juger que de réfléchir, ou d'être dans l'amour.
Et c'est ce que fait beaucoup de gens. En fait, beaucoup de personnes font ça, se contentent de juger. C'est extrêmement dur pour un couple, et c'est extrêmement dur pour un couple jeune, c'est extrêmement dur pour un couple jeune et médiatisé de résister à cet envahisseur. Moi, j'ai commencé la télé-réalité, j'avais 34 ans. Et la deuxième année, j'ai commencé à avoir quelques critiques, très peu. Mais j'ai eu mon lot de haters ou de trollers, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Eh bien, même moi, du haut de mes 37 balais ou 38 balais, maman, accomplie dans ma vie professionnelle, bien dans ma peau, bien dans mon... Enfin, même moi, ça m'a bousculé, tu t'imagines? Et pourtant, c'était des choses tellement bêtes que ça ne pouvait pas être des vérités. Mais ça m'a touchée quand même. Donc imagine pour un couple comme ça. Je ne peux pas leur conseiller de ne pas regarder parce que c'est leur métier. Donc ils sont obligés de regarder. En revanche, ce qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent, c'est qu'ils regardent au bon moment, c'est-à-dire dans une bonne énergie, en se disant « Ok, on regarde, mais on prend ça de qui ça vient et de comme ça vient », c'est-à-dire des gens qui ne nous connaissent pas et qui sont derrière l'ordinateur planqués et qui n'ont qu'une envie à ce moment-là, c'est de déverser quelque chose. Et qu'ils se disent que cette chose ne leur appartient pas, mais appartient bien à l'auteur de ces propos. Parce qu'en effet, personne ne peut juger, mais même pas même soi, personne ne peut juger de ce que vous faites, de ce que vous vivez, de ce que vous dites. Comment les gens peuvent oser traiter Cassandra de pigeonne? Même moi qui la connais, je ne me le permettrais pas. C'était compliqué avec eux, l'aventure? Bien sûr que c'était compliqué parce que c'est un couple qui se fait souffrir et c'est un couple qui souffre. Donc c'est très compliqué de voir des gens qui s'abîment. Mais, mais en fait, les juger, c'est participer au fait de les détruire et de les faire souffrir. Donc ça n'a clairement pas sa place. Je vais te parler de Giuseppa maintenant, célibataire depuis 327 jours au moment du tournage, avec pour problématique « Je me lasse en amour ». Et alors là, c'est vrai que c'est la valise à Pookie qui dévoile donc de lourds secrets, qui est venue au travers de Sarah Lopez affirmer que Giuseppa avait caché apparemment qu'elle était en couple à l'extérieur. Sur les réseaux sociaux, elle dit avoir très mal vécu cette phase-là de son aventure. Et Le Figaro a titré « Violence psychologique dans la villa des cœurs brisés, une candidate forcée de quitter le tournage ». Comment est-ce que tu as appréhendé ce moment-là, ce travail avec Giuseppa? Alors moi, je n'ai pas appréhendé ce moment-là parce que je l'ai su après qu'elle était partie, puisqu'encore une fois, moi, la prod me préserve énormément de ce genre de moments, et heureusement, parce que le tournage, nerveusement et psychologiquement, c'est très éprouvant. Je m'occupe de beaucoup de personnes en même temps avec des problématiques très larges et très différentes. Donc, il me préserve de tout ce genre de choses. Donc, quand je l'ai appris, après, moi, on m'a fait la version raccourcie. Giuseppa est partie parce qu'elle était en couple. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. En revanche, j'ai eu vent pendant la diffusion actuelle de cette histoire de départ. Je n'ai pas regardé cet extrait, mais j'ai cru comprendre que Giuseppa se défendait de sa sincérité en disant que non, elle n'était pas en couple et que machin, etc. Je ne sais pas s'il y a eu de la violence psychologique ou non. S'il y en a eu, c'est évidemment déplorable. Je ne peux pas dire le contraire étant donné le métier que je fais. Simplement, ce que je sais, c'est que Giuseppa, c'est une jeune fille très jeune dans cette aventure, très jeune dans le milieu de la télé-réalité, qui est venue avec une problématique réelle, mais qui a eu énormément de mal à rentrer dans l'aventure et à finalement rentrer dans le principe de la mécanique du truc qui consiste finalement à se dévoiler complètement, à jouer le jeu de la vérité, à jouer le jeu de la sincérité. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui a fait que les autres cœurs brisés sont allés chercher des informations parce que ça a ravivé leur curiosité ou que sais-je? Mais en tout cas, je sais que Giuseppa, elle a eu beaucoup de mal à s'impliquer complètement et à s'incarner dans le programme, ça c'est certain. Non pas d'un point de vue programme prod ou quoi que ce soit, mais même d'un point de vue des coachings, elle restait très en surface. Et je pense qu'elle était trop jeune et pas encore prête pour ça. Du côté de chez Clémence à Plaincourt, qu'on avait tous découvert dans Friends Trip à l'époque, alors elle était célibataire depuis 370 jours et sa problématique en amour, j'ai tout accepté. Oui, je sais même qu'elle inacceptable. A beaucoup pleuré pendant oui. L'aventure. Elle m'a confié aussi par la suite qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait une hyperthyroïdie, tu sais, ce qui décuple aussi elle nous en a parlé et elle nous a envoyé un message pendant le tournage en disant qu'en effet, ça avait joué énormément et beaucoup de femmes sont concernées par ça. La thyroïde, ça a une influence directe sur les humeurs de la femme, hein, ça peut aller très très loin. Et d'une certaine manière, Clémence, ça l'a beaucoup rassurée de savoir qu'il y avait une explication physiologique à ces crises de larmes récurrentes, parce qu'en effet, elle était très à fleur de peau. Et moi, je lui dis à Clément, attention, le but de la villa, c'est que ça bouleverse, mais pour le mieux et que ça fasse du bien. Toi, j'ai l'impression que ça te bouleverse, mais que ça te fait plus, que ça t'abîme plus qu'autre chose. Est-ce que les tiers ne te manquent pas ou quoi ou qu'est-ce? Donc, quand tu as eu la réponse, finalement, tout le monde a été très rassuré. Quoi. Pourquoi tu dis qu'elle a accepté même l'inacceptable? Elle a accepté l'inacceptable d'hommes avec lesquels elle a été, et elle a accepté la violence, Clémence. C'était évident pour elle d'en parler? Parce que c'était la première fois, je crois.
Je ne crois pas que ça puisse être évident. Je crois que c'était évident que ce soit le bon moment et qu'il faille qu'elle en parle. Elle était prête. Elle était prête. Et surtout, je pense que Clémence est quelqu'un de très généreux et elle ne l'a pas dit et elle ne me l'a pas confié. Donc c'est une interprétation de ma part. Je pense qu'elle l'a fait pour aider d'autres femmes. Et c'est tout à son honneur. On va parler C'est des ce que j'appelle garçons. une bonne influenceuse, tu vois. Ah ok. Ça, oui. D'accord, c'est-à-dire de façon positive, D'ouvrir le elle chemin. transmet un Mais message. sur des vraies choses, quoi, sur du fond, sur des choses d'actualité concernantes. On va parler du casting masculin. Jonathan Matijas, on en apprend beaucoup sur Mon lui. petit cœur. T'as été surprise? Ah oui. Enfin, surprise. Non, parce que je ne le connaissais pas. Comme tu sais, je suis toujours autant une quiche en télé-réalité. Je ne me suis pas améliorée. Donc, je ne le connaissais pas, Jonathan. Et Jonathan, il est très, très beau. Déjà, c'est tout bête, mais c'est un garçon très, très beau et qui a vraiment le physique de ce qu'il est, c'est-à-dire, comme tout le monde, avec des défauts. Moi, la première. Mais il a une droiture, un sens des valeurs, une éducation, une élégance, une noblesse qui sont à toute épreuve. Malgré la très lourde enfance qu'il a eue. Malgré la très lourde enfance qu'elle a eue. Et puis, de toute façon, il y a eu une connexion entre lui et moi dès la table ronde parce que, point commun en effet sur notre histoire personnelle respective, enfin sur nos histoires respectives. Beaucoup de gens, j'ai vu, ont critiqué. Alors c'est marrant parce que moi, je ne suis pas les réseaux sociaux, je ne suis pas l'émission, mais ce qui doit arriver à mes oreilles arrive toujours à mes oreilles. C'est marrant. Le comme fait quoi, qu'il pleure, c'est ça? Voilà, le fait qu'il pleure. J'ai entendu dire que des gens disaient que c'était du fake. Beaucoup ont dit ça, c'est vrai. Ah ben alors, il y a peut-être eu des moments de fake, j'en sais rien, mais quand il a pleuré avec moi, je peux te garantir, Sam, que c'était tout sauf du fake. J'en doute pas. C'est parce que moi, je l'ai ressenti physiquement, sa souffrance et sa douleur. C'était plus que des larmes, c'était des sanglots de détresse. C'était vraiment des sanglots de détresse. Donc, Jonathan, moi, j'ai été vraiment très, très, très... non seulement agréablement surprise, mais touchée qu'il existe encore aujourd'hui des hommes de cet âge qui aient cette éducation et ces valeurs-là. Alors, on lui a beaucoup reproché d'être dans l'ego, d'avoir besoin d'être m'as-tu vu, etc., etc. Et c'est peut-être vrai, et j'ai envie de te dire, je m'en fous. À partir du moment où ça fait de mal à personne et qu'il en a besoin, c'est son problème, ça ne concerne que lui. Moi, ce que je veux retenir, c'est la générosité, la bonté, l'éducation et la galanterie de cet homme. Et comment gérer, pour le coup, quand un Jonathan Matijas est face à une Sarah Lopez qui est son ex et que c'est très tendu, on a pu lire qu'il y aurait même eu un arrêt du tournage pendant 1h30 parce que c'était assez vif entre eux. Comment, toi, est-ce que tu gères ça quand deux personnes qui se sont aimées, qui ont été en couple, se déchirent alors même que c'est fini? Mais je gère ça tous les jours. Ça fait partie de mon métier, que ce soit des couples qui sont en train de se déchirer ou des couples qui ont divorcé et qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin de continuer à bien s'entendre pour les enfants. C'est quelque chose que je gère quotidiennement, même si ma clientèle est plus orientée sur les célibataires. Je gère ça avec beaucoup de calme en fait. L'idée c'est de ne pas rentrer dans la bataille avec eux parce que si tu rentres dans la bataille c'est fini. Ça m'empêche pas parfois de hausser le ton parce qu'à un moment donné c'est comme l'arbitre d'un combat de boxe, il faut peut-être crier pour se faire entendre et que ça s'arrête enfin quand l'autre est KO. Mais il faut gérer ça avec beaucoup de calme et beaucoup de recul en fait. Il faut vraiment se sortir de l'affect de la situation, ne pas prendre parti et se dire qu'on est en train de regarder quelque chose qui ne nous concerne pas directement, mais nous concerne en tant que thérapeute, et se dire, voilà, qu'est-ce qui fait que ces deux personnes n'arrivent pas à s'entendre? Et en fait, après, à un moment, c'est un recul qui te permet d'avoir une analyse, et cette analyse qui te permet, toi, de leur donner des petits tips, des petits conseils, des petits axes de réflexion et de discussion pour qu'ils puissent se parler. Quand c'est possible et quand ils le décident, parce qu'après, tu ne peux pas décider à leur place. Ah oui, c'est ça, tu peux pas et les pour forcer. le coup, Jonathan et Sarah, c'est très difficile de les décider à se dire les choses. Ah bah oui, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Mais qu'est-ce que Parce ça qu'aucun signifie des quand deux- c'est comme ça, quand on est bloqué, on a été en couple, on n'est plus ensemble? Pourquoi continuer de se déchirer? Ah ben je pense que, je ne dirais pas lequel, mais l'un des deux n'a pas tourné la page. N'avait pas. Donc au moment du l'un tournage. des deux au moment du tournage était encore amoureux. J'en suis certaine. Non mais ça vous donne peut-être des pistes aussi à la maison, je sais pas. Moi ça me fait réfléchir. Ouais, clairement, la page n'était pas tournée. Et c'est pour ça que c'était pas concevable. Parce qu'aucun des deux ne voulait lâcher sur sa vérité. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, c'est qu'on peut être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. C'est vrai. Et en fait, tous les deux, ils se sont comportés comme des pitbulls, à pas lâcher leur proie et à se dire « moi j'ai raison, moi j'ai raison ». En fait, ils avaient tous les deux raison dans leur interprétation. C'était ce qu'on appelle des vérités ou des mensonges de bonne foi. Et en fait, ils auraient dû simplement à un moment donné se dire « ok, on ne tombera pas d'accord et c'est pas grave, on a tous les deux raison. Soit on est d'accord sur le fait que nous ne soyons pas d'accord. » Mais comme je te dis, il y avait encore des sentiments d'une des parties. Donc, ça complexifie sacrément les choses. Je te demande pas d'indice.
Non. Vous nous faites votre proposition à la maison dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à dire s'il s'agit de C'est Sarah pas très Lopez dur ou de de trouver. Jonathan. C'est pas très dur Ok, de trouver vous le quand mettez on a en un peu de majuscule. pif. On va regarder. On va regarder ça de très près, Lucie. Dylan Thierry, célibataire au moment du tournage depuis 85 jours. En amour, je fais souffrir. Il a dit une phrase très forte dès le début. Je suis une merde. Ouais. Alors, c'est une phrase à la Dylan. Hein. Dylan ne sait pas faire les choses à la moitié. Non. Hein. Enfin, à moitié, pardon. Et on l'a vu quand il s'est, en coaching avec moi, il s'est fracassé le poing, quoi. C'est Dylan. Il a besoin de dire je suis une merde. Il a besoin de se faire mal parce qu'il se punit. Parce Donc qu'il il se punirait de quelque chose. Il se punit de son comportement, qu'il déteste, mais qu'il n'arrive pas à arrêter. Donc il n'aime Voir. pas son comportement. Non, il le déteste. Il en est très conscient. D'accord. Donc c'est comme si c'était plus fort que lui. C'est plus fort que Alors lui. dans ce cas. C'est plus fort que lui. Et ça, il le supporte pas parce qu'il a du mal à le contrôler. C'est ça? Il a du mal à le contrôler, ça fait qu'il se déteste et du coup, sa réponse à ça, c'est l'autoflagellation. Il se punit. Mais il perpétue quelque chose qu'il a connu. Mais on ne peut pas dire de soi qu'on est une merde. On peut dire qu'on a un comportement de merde. Et Dylan a des comportements de merde. Et il le sait, et je lui ai déjà dit. Il a des comportements qui sont inacceptables, qui sont intolérables, qui sont des comportements parfois de maltraitance, de violence psychologique. Donc évidemment, ça n'a pas sa place, ni dans l'émission, ni dans la vie. En revanche, tant qu'il dira que la merde, c'est lui, il ne guérira pas. Il faut déjà commencer par se pardonner et accepter pour pouvoir travailler sur soi. Mais ça commence non pas par l'indulgence, mais par le sens de la bienveillance. Et on en est très très loin. Je vais te parler de Jérémy, parce que je ne sais pas si tu es au courant. L'homme au chapeau. Oui, tu es au courant de beaucoup de choses. Mais moi, je l'ai connu dans Love Island. C'était sur Amazon Prime Video. Oui. Et il avait assumé lors d'un jeu dans l'émission un couple libre. D'accord. Donc moi, je voulais savoir Non, si... je ne savais pas. Ah voilà. Je sais pas beaucoup le mais apprends. Moi, je voulais savoir si toi, tu avais déjà coaché des trouples. Et est-ce que ça change quelque Alors, chose? des troupes, c'est à 3, on est Des d'accord. trouples, c'est à 3. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon d'appréhender un couple et un trouble? L'amour à 3. Ah ben bien sûr, oui quand même. Alors, un couple, c'est déjà un trouble parce que je dis toujours que dans un couple, il y a trois entités. Les deux protagonistes du couple et le couple en lui-même qui représente une entité à part entière. Donc il y a déjà 3 personnes. Donc quand il y a 3 entités plus le trouble, ça en fait une 4e, donc ça peut complexifier. Alors, sans parler de... Alors, il y a le trouble, il y a l'amour libre, la machin, etc. Ça peut se regrouper sous un terme qui existe, qui s'appelle le polyamour. Ce sont des personnes qui ont décidé simplement de respecter une réalité qu'elles estiment être la vérité, qui est que nous sommes des êtres libres qui n'appartiennent à personne et qui avons la possibilité d'aimer et d'être attirés par d'autres personnes, sans pour autant se quitter, sans pour autant se tromper, mais simplement parce que l'amour est une chose libre, inconditionnelle et qui se diffuse gratuitement. Voilà, donc c'est peut-être de ça dont il parlait. C'est une façon d'aimer que je trouve personnellement très moderne, de plus en plus juste, et je pense qu'on tend vers ça. Tu sais, il y a quelques décennies, on a commencé à parler de l'homosexualité, enfin. Là, on se met à parler de pansexualité, enfin. On se met à parler d'amour libre, enfin. Et moi, j'attends avec impatience le jour où on n'aura même plus besoin de nommer ces choses-là. Qu'on n'aura plus besoin de dire que quelqu'un est homosexuel ou hétérosexuel, qu'on n'aura plus besoin de dire que quelqu'un est libertin, pansexuel, échangiste, SM, on s'en fout, on s'en fout. Est-ce que cette personne aime, elle est aimée, elle fait plaisir, elle donne du plaisir, elle en prend, elle est heureuse et elle rend la personne heureuse? C'est tout ce qui compte. Tristan, de son côté, qui est ami avec Jérémy, hein, il était dans Love Island aussi. Lui, c'est le célibataire de la plus longue date, 692 jours. et sa problématique, c'est je suis trop exigeant. Certains sur les réseaux sociaux disent qu'il a un côté un peu macho. Alors, je ne sais pas s'il a un côté macho parce que je ne les vois pas beaucoup vivre, mais si mes souvenirs sont bons, je l'ai fait, comme dirait Gad Elmaleh, je l'ai fait descendre d'un étage le premier soir. Il me semble même que je lui ai mis un bracelet rouge ou quelque chose comme ça. Mais clairement, le premier soir, j'ai dit « Mais c'est quoi ce kéké ?» Il m'a beaucoup énervé parce que je l'ai trouvé très dans l'ego, très dans la démonstration, très... je trouvais qu'il se la pétait, qu'il était sûr de lui, pas comme j'aime. Et puis finalement, j'ai découvert quelqu'un d'une très très grande sensibilité et quelqu'un qui a finalement très peu d'assurance et qui cache ce manque d'assurance par de l'arrogance. Et c'est souvent comme ça. Hein. Très.
C'est vraiment un grand classique. Il y a Sao aussi que j'ai reçu en toute intimité. Alors ouais. j'ai été Sao, t'as vu les estomaqué bouleversants. par sa problématique. Et puis il en parle aussi quand même avec beaucoup de recul, même s'il a encore du mal. Mais la Villa 6, est-ce que c'était le bon endroit pour lui pour pouvoir faire face à cette lourde problématique? Non, Sao, c'était pas le... Alors, un peu comme Clémence, si tu veux, ça a été extraordinaire de courage et de générosité ce qu'il a fait parce que venir parler de quelque chose d'aussi grave, parce qu'on est vraiment sur un drame, on est sur un crime, on est sur quelque chose de répréhensible, photo à caractère privé, d'illégal, vidéo, etc. Il s'est fait violence. tabasser, enfin tu vois, c'est allé vraiment très très loin. En fait, ce genre de sujet a sa place dans l'émission, parce qu'évidemment, on traite de la réalité, et c'est pour ça que ça s'appelle télé-réalité. Sao, en revanche, je pense, c'est pas quelqu'un qui... un peu comme Clémence, il a une sensibilité qui est tellement à fleur de peau et il prend les choses tellement sans filtre que je pense que ça a été trop violent pour lui. Ouais, très honnêtement, je pense que ça a été trop violent pour lui. Et on a aussi chez les garçons Anthony Siatoni, célibataire depuis 295 jours. Mon passé me hante. Il parle d'Eva? Non, je rigole. Oui, tu crois? J'en sais rien. C'est son ex, à je Eva sais, Nucci, c'est pour ça. dans 10 couples parfaits. Alors, je l'ai appris, moi, quand ils sont arrivés dans la villa, et il a un peu joué, De ça? Il a un peu joué avec elle. Oui, tu l'as ressenti? D'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai compris, il a joué. Et ça m'a pas plu du tout. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu verras. Ah, c'est pas encore passé, c'est pour ça? Ok. Ah, ça m'a pas plu du tout. Petit non. indice? Je me suis fâchée. Ah oui, et quand tu te fâches, on sait que tu es très colère. Je me suis fâchée. On va parler de ceux qui arrivent en cours d'aventure. Oui. Mela Knight, alors moi, le teaser, il est devenu culte, de la Villa. Je t'aime! Tu vois, c'est marrant, tu viens de me le dire, ça m'a remis les poils. C'est un truc de fou. C'est une des déclarations les plus fantastiques. Elle gueule quand elle dit je t'aime. Mais parce qu'en fait, elle lui dit, alors c'est pas encore passé, mais elle dit pas je t'aime, mais elle dit mais parce que je t'aime ou mais je t'aime. Oui, c'est ça, t'as raison. Parce qu'en fait, je vais pas spoiler le truc, mais en gros, à ce moment-là, c'est un cri de désespoir qu'elle pousse. Elle lui dit non seulement je t'aime, mais elle lui hurle je t'aime parce qu'elle lui dit mais en fait, t'as toujours pas compris. T'as toujours pas compris que je t'aime. C'est ça qu'elle fait. Et là, je te garantis que le Romain, je me le chope par le collet et je lui dis attends, mon coco, tu vas arrêter. Parce que quand une femme, si tu l'aimes en tout cas, mais quand une femme te dit ça, soit tu es un imbécile fini, tu passes à côté, soit à un moment donné, tu te réveilles et tu y vas, quoi. Romain Ben, quel profil psychologique pour toi dans l'aventure? Lui? Oui. Vraiment une double facette. Et il a un côté extrêmement comme ça, gendre idéal, très poli. Il a une grande structure dans sa vie, il a réfléchi, il est entrepreneur, il est travailleur, etc., etc. Et puis, il a une énergie très différente, plus sensible, plus faux-folle, etc., qu'il n'assume pas du tout. Une part un peu plus sombre qu'il n'assume pas. Et c'est une des raisons qui fait qu'il ne voulait pas être avec Mela Knight, d'ailleurs. Il avait peur qu'en fait, être avec elle révèle sa part sombre à lui. Et je dis, mais en fait, ta part sombre, plus tu vas la cacher, plus elle va être grande. Donc, assume-la, gère-la, mais ne la recouvre pas. Il y a le retour de Léana également, grande retrouvaille avec Théo et Cassandra. Comment te dire, oui. Grande vidéo aussi d'annonce qui dit je ne peux pas être là pour l'instant, mais croyez-moi, je vais arriver. Ouais. Elle a eu le Covid, on se demande si c'est... C'est quand même un truc de dingue, elle devait venir, elle a eu le Covid, la Covid, enfin bon bref, et c'est ce qui a retardé son arrivée, et finalement ça a été presque pire qu'elle arrive après, je crois. Ouais. Il aurait mieux valu qu'elle soit là d'office, et qu'il puisse se dire les choses tranquillement, plutôt que ça laisse monter cette pression, tu vois. Comment gérer un tempérament comme Léana? Tu peux pas gérer un tempérament comme Léana. Parce que je pense qu'il faut pas, Léana, elle a juste besoin de grandir, elle est jeune, elle a besoin que jeunesse se fasse. C'est-à-dire qu'en fait, Léana, il faut pas la gérer parce que si tu la gères, elle n'arrivera pas à trouver un équilibre, un entre-deux. Ça va complètement l'éteindre. Tu vois ce que je veux dire? Le risque, c'est que Léana, c'est pas une porte entrouverte. Elle est soit grande ouverte, soit grande fermée. Mais elle peut pas être entre les deux. Et si tu essayes juste de l'adoucir et juste de la canaliser, tu vas complètement la bouffer, tu vas complètement l'éteindre. Et tu vas la rendre complètement... tu vas la vider de son essence. Donc non, il ne faut pas la gérer, il faut juste la laisser grandir, Léana. Allez, je vais te donner encore 3 noms parce que la liste, elle est tellement grande. Oh là là, j'ai eu beaucoup de travail cette année en fait. Vous allez voir tous les rebondissements qu'il va y avoir. Alors, je vais te parler. Allez, Antonin Portal, Vivian et Maïsan. Ok. Antonin Portal, on commence. Bon, Antonin Portal est quelqu'un que j'aime profondément, il le sait, et je ne m'en cache pas de toute façon devant les caméras. J'ai une profonde affection pour lui parce que je les ai rencontrés en couple avec Manu, oui. Qui est une femme exceptionnelle. Ils se sont séparés
Je ne peux pas dire malheureusement parce que je pense qu'ils ont eu l'intelligence de se séparer quand il était bon pour eux de se séparer et que parfois l'échec c'est de rester ensemble. Donc ils ont réussi une séparation. Ils l'ont plutôt très très bien réussi même. Antonin aujourd'hui, bon, je le dis parce que c'est pas un moment secret, est très heureux. On le sait, on le voit très sur ses amoureux. réseaux sociaux. D'une femme exceptionnelle également. Alors je ne sais pas s'il est chanceux ou si c'est un grand séducteur ou si c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je sais que c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais il a le don de trouver des pépites quand même. Hein. Il a vraiment le don de trouver des pépites. Et elles ont le don de le trouver aussi parce que c'en est une. Et ça a été un vrai bonheur de le retrouver parce que c'est un garçon qui a une volonté de travailler sur lui, de grandir, de s'améliorer, de mûrir, qui est... c'est rare et quand ça arrive, ça fait vraiment du bien. Vivian chaque année, voilà. Non mais Vivian, c'est pareil dans la Villa 4 et dans la Villa 3, je crois. Je pense que je vais écrire un livre. Un livre sur Vivian, parce qu'il fait partie des personnages récurrents de la Villa. Moi, je l'aime, hein, j'ai une passion pour Vivian. Je condamne tous ces dépassements de limites, toutes ces choses graves et malsaines et pas acceptables qu'il fait. Mais j'y peux rien, l'amour est inconditionnel et j'aime ce garçon. Et enfin Maïsan. Alors Maïsan, c'était une rencontre vraiment très à part. Je pense qu'encore aujourd'hui, Maïsan est persuadée qu'elle m'a retourné le cerveau et qu'elle avait raison lors des coachings et qu'elle a réussi à me convaincre que c'était sa façon de faire qui était la bonne. Donc je vous laisse découvrir ce coaching. Elle est très sûre d'elle, pour moi, est en tout d'anthologie. cas en apparence. Mais elle est très sûre d'elle, mais sans aucune véhémence et sans aucune méchanceté. C'est vrai. Il y a une forme de petite prétention, mais c'est vrai qu'avec le QI qu'elle a, c'est difficile de ne pas l'être, de ne pas prendre la grosse tête, parce qu'en l'occurrence, c'est une grosse tête. Simplement, Maïsan, et je pense que c'est très important qu'elle l'entende, et elle ne l'a pas entendu de moi, donc je vais m'adresser à elle si elle regarde. Maïsan est très intelligente d'un point de vue du QI, ne fait pas l'intelligence de la vie, ni l'expérience, ni la sagesse. Attention à ne pas confondre les deux. Message à interpréter. Vous avez la barre de commentaires. Je dis ça, oui. Je dis rien. Du tac au tac, maintenant, Lucie, pour clôturer la discussion sur les candidats, je vais te demander de me répondre aux questions suivantes que tout le monde potentiellement se pose. Quel est le candidat qui n'avait pas sa place cette saison, selon toi? Dylan. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de laisser sa chance aux gens qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas la capacité de faire ce travail et que c'est quelqu'un qui devrait faire son travail en thérapie individuelle et pas dans l'émission. Okay. Le regret. Malgré que j'ai une affection pour lui. Le regret que tu peux avoir sur cette saison 6? Je sais que tu n'aimes pas les regrets. Ne pas avoir pu accompagner Clémence et Sao plus loin. Ok. Est-ce que tu aurais aimé faire différemment avec plus de recul? Sur cette saison, je ne sais pas. Il n'y a rien qui me vient. Ouais. Non. Le candidat le plus difficile à gérer? Eva n'a pas été facile à gérer. Eva, aussi gentille et pleine de charme et pleine de bonté soit-elle, c'est une anguille. Elle est très difficile à attraper parce qu'elle est très sauvage et en fait, elle s'échappe beaucoup dès que ça devient trop difficile et trop émouvant. Le coaching le plus marquant de cette saison pour toi? Inès, quand on a cassé le mur. Ouais. Ah ouais. De toute façon, pour que je prenne la massue moi et que je me mette à taper dans le mur à sa place, autant te dire que je l'avais... Je pense qu'à un moment donné, j'étais plus que la coach. Il y avait vraiment beaucoup de moi, plus que d'habitude. Oui. Et enfin, dernière question sur le bilan. Est-ce que tu as déjà signé Lucie pour une saison 7? Non, mais on m'a déjà parlé des dates. Ah Donc ça veut dire qu'on ne rompra pas la tradition. Voilà, normalement. Exactement. Et enfin, alors j'ai vu, tu l'as annoncé sur tes réseaux sociaux, depuis longtemps, tu as dit j'ai envie de créer un atelier de coaching entièrement féminin. Mon envie est d'accompagner des femmes qui en ressentent le besoin autour de 3 axes, corps, esprit, cœur. Oui. Ces ateliers se feront dans un grand studio lumineux proche de Paris. L'objectif serait de vous permettre de sentir l'énergie et la solidarité féminine accompagnés par des exercices puissants. Pourquoi ça te tenait à cœur ces ateliers entièrement féminins? En fait, je ne suis pas du tout féministe et je suis pour le respect des sexes dans le sens où je suis pour le respect des individus. Et je pars du principe qu'il y a des hommes qui ont une très belle et grande énergie féminine et des femmes qui ont une très belle et très grande énergie masculine. Je suis par exemple une femme qui a une très grande énergie masculine. Et en fait, j'ai eu très envie de travailler avec la sororité parce que je crois qu'à un moment donné, ça s'est simplement proposé et invité à moi puisque au cours des 10 dernières années, je pense avoir coaché
alors des milliers de femmes, mais surtout avoir coaché plus de 95% de femmes. Ce sont les femmes qui viennent me voir et je pense qu'il n'y a pas de hasard et que les choses sont justes et que s'il y a autant d'énergie féminine qui sont venues me solliciter, c'est que j'ai quelque chose à faire avec et pour elles. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc le 22 mars aura lieu en effet ce premier atelier. Et l'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir un discours féministe ou d'être dans le girl power ou d'évincer les hommes. Bien au contraire, puisque l'idée, justement, c'est de travailler autour de l'énergie féminine. Et je me suis même demandé si à un moment donné, on ne pourrait pas inclure des hommes, justement, qui veulent développer leur énergie féminine. Mais on va déjà commencer par des femmes. Et ben on peut retrouver tout ça, j'imagine, sur tes réseaux sociaux, puisque Oui. c'est au travers de tes réseaux sociaux que tu annonces tes objectifs et ton planning à venir. Ton site internet aussi. LucyMariotti.com. Enfin, www.lucymariotti.com, parce que ça fait 5 ans que tu me dis, il faut que je le change. Et, C'est enfin fait. et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, au bout de 6 ans, ça Et y est. alors, je me permets d'ajouter, si tu veux bien, que j'ai ouvert avec Nathalie Rota une école de coaching. Donc, nous formons des personnes au métier de life coach. J'ai vu. Depuis maintenant, c'est la 2e année. C'est un succès et j'ai découvert une vocation extraordinaire, celle de transmettre. Ouais, le partage. Ah, c'est bien sûr. extraordinaire. J'adore Apprendre, ça. enfin, offrir tes connaissances. C'est ça. Ton compte Instagram, c'est Lucy Mariotti Off. Celui-là, il est inchangé. Ton compte Facebook, tu es très active aussi dessus. C'est Lucy Mariotti Coaching. Et bien évidemment, tes livres, hein, des best-sellers qu'on retrouve de partout. Merci. Love, aimez-vous pour aimer mieux. Et enfin, L'amour le vrai aux éditions HarperCollins, bien sûr. Je ne peux que m'en souvenir grâce à tes cadeaux. Oui, et j'en ai d'autres. Je vais t'en donner. Tu vas Merci changer tous les infiniment. jours de coque de téléphone. Merci Tu infiniment. vas voir. Merci Lucie. Merci à toi. Pour ce moment partagé ensemble et toutes tes bonnes énergies. J'espère que vous les avez ressenties à la maison. Vous avez la barre de commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle interview. Tu sais qu'un jour, je vais faire un best-of. Hein. Obligé. Ce serait chouette. Et on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Et vous le savez, vous restez positif. On reste positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt.